Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. La transparence suscite un débat musclé au Parlement alors que de plus en plus d'élus publient leur patrimoine. Des voix s'élèvent à droite comme à gauche pour dénoncer un grand déballage. Et au-delà de cette action, les vraies questions demeurent. Comment lutter contre les conflits d'intérêts? Comment mettre fin à l'évasion fiscale? Le projet de loi du gouvernement sera-t-il à la hauteur de ces enjeux? C'est le thème de notre grand débat du mardi soir. Et dans ce climat, c'est peu de dire que la presse n'est pas tendre avec le gouvernement et le chef de l'État. Après la une contestée de Libération en début de semaine, à venir demain, l'Express qui dépeint François Hollande en Monsieur Faible. Le Canard enchaîné, quant à lui, titre sur le choc de moralisation qui démoralise tout le gouvernement. C'est à découvrir dans le 22h ce soir. 3 mois après le début de l'intervention au Mali, les premières troupes françaises sont sur le chemin du retour. Un début de retrait très politique pour montrer que la France entend passer au plus vite le relais aux forces africaines sur place. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, affirme qu'il devrait rester moins de 2000 militaires français au Mali à la fin de l'été, contre 4000 actuellement. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Et on commence ce journal par le texte sur le mariage pour tous. Actuellement, vous le savez, en débat au Sénat. Direction tout de suite l'hémicycle. On vous retrouve, Delphine Gérard. Bonsoir. Alors, où en est-on à cette heure-ci de l'examen du projet de loi ? Eh bien Sonia, il va falloir encore attendre 1h30 avant de savoir si les sénateurs vont voter pour ou contre cet article 1er dont on vous parle depuis jeudi dernier. L'article 1er, c'est le cœur de ce projet de loi. On l'a dit, il modifie le code civil car il ouvre le mariage et l'adoption aux couples de même sexe. Alors actuellement, la séance est suspendue, Sonia, car les sénateurs UMP qui sont entrés dans une véritable stratégie d'obstruction parlementaire ont une nouvelle fois, depuis le début de l'examen de ce texte, demandé une vérification du quorum. C'est-à-dire qu'avant de voter cet article 1, ils ont demandé si la majorité absolue des 175 sénateurs était présente dans l'hémicycle. Alors même si les sénateurs sont actuellement fortement mobilisés sur ce texte, eh bien les 175 sénateurs, cette majorité absolue n'a pas été atteinte tout à l'heure. Il faut donc désormais attendre 1 heure avant que la séance ne reprenne et c'est à ce moment-là qu'interviendra le vote. Mais ce qu'on peut dire ce soir, c'est que les sénateurs UMP se sont fait prendre à leur propre piège, car à force de vouloir retarder l'examen de l'article 1er, il y a eu un bras de fer entre eux et le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, qui a refusé tout à l'heure de suspendre la séance tant que les explications de vote de l'UMP, qui sont nombreuses, n'étaient pas terminées. C'était une façon pour le président du Sénat d'écourter les débats et de marquer en quelque sorte son territoire. En tous les cas, pour les téléspectateurs qui souhaitent donc suivre l'adoption de cet article 1er, je les incite à nous retrouver en direct à partir de 23h30 tout à l'heure. Voilà Sonia ce qu'on pouvait dire. Exactement Delphine, on vous retrouve donc juste après ce journal vers 23h30 pour faire vivre les moments forts de l'examen du texte sur le mariage pour tous au Sénat. Et hier, vous l'avez suivi sur notre antenne, les débats se sont prolongés jusque tard dans la nuit. Les amendements déposés par l'opposition ont été longuement discutés et les échanges tantôt musclés, tantôt aigre-doux se sont poursuivis tout au long de cette journée. Résumé des débats et des passes d'armes aussi avec Joachim Rob. Regardez. En plus, par un ministre multiplier amendements et interventions pour repousser le vote de l'article 1. Toute la journée, l'opposition applique à la lettre sa stratégie contre le mariage pour tous. Je suis à présent saisi de 17 amendements. L'UMP fait durer le plaisir et ironise. Si Monsieur le Président le veut bien, je vais présenter le 9 et le 10 ensemble puisqu'ils se suivent et que ça me fera gagner un peu de temps et un peu de temps à notre Assemblée. La majorité, en revanche, fatigue de ces débats qui traînent en longueur. Nous avons discuté 15 amendements. 2 n'ont pas été appelés car leur auteur n'était pas là, mais ce n'est pas bien grave, car c'était les mêmes amendements que d'autres. Donc nous n'avons rien perdu. Tous les amendements rejetés, les sénateurs passent aux explications de vote. De nouveau, l'opposition multiplie les interventions et les débats s'animent. Cessez d'interrompre les uns et les autres. Souffrez que je m'exprime. Alors. À 21h30, l'opposition demande le quorum et obtient une suspension de séance. Les débats reprendront à 23h30.
Voilà pour l'atmosphère au Sénat et direction à présent l'Assemblée nationale où l'ambiance était électrique cet après-midi avant même sa présentation. Le projet de moralisation de la vie politique a donné lieu à des échanges acerbes et des paroles tonitruantes dans l'hémicycle. Plus tôt dans la matinée, Christian Jacob a qualifié d'ancien repris de justice Jean-Marc Ayrault et Harlem Désir. Ambiance. La tourmente, toujours. Une semaine après les aveux de Jérôme Cahuzac, l'UMP a profité des questions d'actualité pour assaillir le gouvernement de questions sur l'affaire. Pourquoi l'enquête fiscale déclenchée par Pierre Moscovici était-elle aussi incomplète, monsieur le Premier ministre? Pourquoi d'avoir interrogé QBS? Vous êtes-vous seulement réfugié dans une abstention coupable ou avez-vous agi pour éviter que la vérité n'éclate? Jean-Marc Ayrault tente alors de prendre la parole, tant bien que mal. Mes chers collègues, vous vouliez entendre le Premier ministre, laissez-le s'exprimer. Les Français ont besoin d'avoir confiance dans leurs institutions, dans les élus de la République. Oui, plus de transparence, mais aussi en cas de manquement, et c'est le deuxième principe, des sanctions plus rigoureuses. C'est ce que je dirai demain et c'est ce que vous aurez à voter, mesdames et messieurs, dans les semaines qui viennent. Ovation des députés socialistes. Mais l'opposition revient à la charge. Que saviez-vous? Depuis quand? Combien de temps allez-vous continuer à faire croire que les plus hautes autorités de l'État n'avaient aucune information sur cette affaire? Et c'est dans une nouvelle cacophonie que le successeur de Jérôme Cahuzac prend la parole. La politique, monsieur Herbillon, elle est un exercice digne qui implique, lorsqu'on est responsable politique, qu'on ne procède pas d'amalgame, qu'on n'ait pas la haine à la commission des lèvres et que l'on soit capable de ne pas donner avec la meute ce que vous venez de faire de façon indigne. Le ministre du Budget a par ailleurs annoncé qu'il n'y aura ni régularisation ni amnistie pour les personnes ayant fraudé le fisc. Et dans un instant à suivre dans le 22h, le débat du mardi soir autour des mesures, des vraies mesures, des actions courageuses à mener pour lutter contre l'opacité, la fraude fiscale, les conflits d'intérêts. On en parle avec de nombreux invités dans quelques minutes. Mais d'abord, l'actualité ce soir, c'est aussi ce projet, celui défendu par Jean-Marc Ayrault, l'ancien maire de Nantes et actuel Premier ministre, a réaffirmé son attachement à Notre-Dame-des-Landes à l'heure où la commission de dialogue sur le futur aéroport nantais rend son rapport. La commission justifie l'utilité du projet mais recommande des aménagements en réduisant par exemple la surface totale de la future infrastructure afin d'en atténuer l'impact sur l'environnement. Les opposants à l'aéroport sont mitigés ce soir. Ils sont déçus du maintien du projet mais satisfaits de certains éléments du rapport qui donnent raison, selon eux, à certains de leurs arguments. Le vote à l'Assemblée nationale de la loi sur la sécurisation de l'emploi ouvre la voie à son examen au Sénat. Les résistances restent vives pourtant du côté de FO et de la CGT qui ont appelé à une nouvelle manifestation aujourd'hui avec FSU et Solidaires. Résistance relayée au Sénat, vous allez le voir, par la gauche de la gauche. Les détails avec Jérôme Rabier. Texte historique pour le gouvernement, précarisation des salariés pour le front de gauche. Le texte sur l'emploi, à peine voté à l'Assemblée nationale, arrivera au Sénat dans une semaine. Venu le présenter ce matin en commission des affaires sociales, Michel Sapin vante les avancées du texte. C'est un grand texte de progrès. Certains peuvent dire on pourrait aller plus loin, c'est vrai qu'on peut toujours vouloir aller plus loin. Mais le progrès d'aujourd'hui est déjà considérable et c'est cette conviction-là que je voudrais faire passer auprès de tous, y compris au sein, bien entendu, du Sénat. Droit rechargeable au chômage, temps partiel devant représenter 24 heures par semaine minimum ou encore flexibilité pour les entreprises en difficulté. Voilà l'équilibre que le gouvernement ne souhaite pas voir modifié. Au groupe socialiste, on ne déposera donc que très peu d'amendements. Les éléments que nous avons nous laissent à penser que déjà le projet de loi gouvernemental a amélioré l'accord national interprofessionnel. Le travail de nos collègues députés l'a aussi fait, à voir s'il est encore améliorable sans briser l'équilibre général du texte parce que c'est quand même important. Si le PS votera pour, l'UMP pourrait, comme à l'Assemblée, s'abstenir pour ne pas empêcher l'adoption du texte sans pour autant valider la méthode. C'est donc à gauche du PS
que les critiques sont les plus vives et que de nombreux amendements sont à attendre. Notamment sur les plans sociaux qui vont être facilités, sur les possibilités de contestation au niveau prud'homal ou au niveau juridique, avec le délai de prescription qui va être réduit. Contrairement à l'Assemblée où le Front de gauche a joué l'obstruction avec presque 5000 amendements déposés, le groupe communiste au Sénat sera plus mesuré, mais compte défendre pied à pied les mesures favorables aux salariés, quitte à mettre la majorité de gauche au Sénat dans la difficulté. Exclu à l'unanimité, c'est le sort qui a été réservé à Jérôme Cahuzac par désormais ses ex-camarades socialistes. Le bureau national du PS a voté tout à l'heure cette mesure d'exclusion. La semaine dernière, le premier secrétaire du PS, Harlem Désir, avait déclaré, je cite, « Les actes de Jérôme Cahuzac d'une extrême gravité constituent une blessure pour tous les socialistes. Par ses agissements, il s'est exclu de fait de notre parti. C'est donc officiel ce soir. » Et Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé tout à l'heure sur les agissements de l'ancien ministre. Il a aussi réagi, vous allez l'écouter, aux publications de patrimoine par de nombreux élus. Il était tout à l'heure invité du 20h de France 2. Chaque fois qu'il y a un scandale, tout le monde dit après « Ah mais tout le monde savait ». Moi je dois faire partie de la petite cohorte d'imbéciles qui ne sait jamais rien. Je ne savais pas quelle était l'avis de M. Strauss-Kahn, pourtant tout le monde a dit qu'on savait. Quant à M. Cahuzac, M. Hervé Morin a déclaré que tout le monde savait à Paris, dans les déjeuners mondains, que 9 cheveux sur 10 qu'il implantait étaient payés au noir. Alors la question qui se pose, et qui est très intéressante, c'est pourquoi n'y a-t-il que Mediapart qui ait fait le travail? Est-ce que vous êtes prêt à déclarer votre patrimoine pour qu'on s'assure que rien dans votre patrimoine fait que vous êtes gêné pour me poser certaines questions ou à d'autres grands industriels? Avouez qu'être un élu du peuple, c'est un peu différent, c'est un statut à part. Mais journaliste, c'est très important aussi. Bien sûr, mais c'est vous qui faites l'actualité. Voilà, convenez qu'aujourd'hui, le débat est sur les élus du peuple. J'étais juste le temps de vous... Dites-moi oui ou non. Je voulais vous taquiner. Mais bien sûr que oui, je l'ai déjà fait 10 fois, pourquoi ne le ferais-je pas une 11e? Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un attrape-nigo. Voilà, vous l'avez entendu, Jean-Luc Mélenchon s'est donc dit prêt à rendre public son patrimoine sans toutefois l'annoncer ou le détailler ce soir. Transparence et moralisation, les élus rivalisent de propositions pour lutter contre les conflits d'intérêts, la fraude fiscale, mais la question est de savoir comment vraiment y parvenir sans être dans l'affichage ni le cosmétique. Tant de rapports, de commissions se sont succédés sans que rien ou presque ne change. On en parle dans un instant avec nos invités, mais d'abord retour sur la moralisation, ce serpent de mer de la vie politique avec Cécile Sixou. HLM de Paris, abus de biens sociaux, 1994, le second septennat de François Mitterrand est pollué par les affaires. Dans l'urgence, une mission dirigée par Philippe Séguin est créée. Elle fera 18 propositions dont la plupart resteront lettres mortes. 2011, même scénario, l'affaire Woerth-Bettencourt éclate. Nicolas Sarkozy convoque la commission Sauvé. Son objectif, réguler les conflits d'intérêts des ministres. Après plusieurs mois de travaux, un rapport, mais pas de loi. De quoi laisser amer l'un de ses 3 anciens présidents, Jean-Claude Magendie. Les ministères sont des tiroirs et des armoires pleines d'excellents rapports. Et ces rapports sont à disposition. Bon, peut-être vaudrait-il mieux les mettre en œuvre à froid. Le dispositif Sauvé a tout de même inspiré les travaux de la commission Jospin. L'ancien Premier ministre a proposé en novembre dernier de nouvelles règles pour moraliser la vie politique. Et ce rapport, dans le climat actuel, ne devrait finalement pas tomber aux oubliettes. La République nous a reçus, il nous avait indiqué qu'il traduirait nos propositions avant l'été 2013. Bon, on y arrive. Il y a peut-être une accélération de l'histoire sous l'effet de l'affaire Cahuzac, mais vous savez, malheureusement, la France fonctionne souvent comme ça. On ne met un feu rouge à un croisement que lorsqu'il y a eu plusieurs accidents. Les propositions de Lionel Jospin devraient être présentées dans un projet de loi, une avancée, même si une loi n'a jamais empêché qui que ce soit d'être malhonnête. Je suis assez amusé quand j'entends dire il faut moraliser les hommes politiques. Il faut moraliser les hommes tout court. Les hommes politiques sont des hommes parmi les hommes et il serait étrange que dans un monde où les hommes seraient corrompus, les hommes politiques ne le soient pas non plus. Ni tout blanc, ni tout noir, les hommes politiques sont tout simplement comme tout le monde.
Des hommes comme tout le monde et nos invités sur ce sujet pour en parler. Alain Anziani, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes sénateur socialiste de la Gironde, auteur d'un rapport sur la lutte contre les conflits d'intérêts. Vous êtes membre de la commission des lois. Avec nous, Jean-Jacques Hyest, bonsoir. Bienvenue, sénateur UMP de la Seine-et-Marne. Vous êtes auteur du même rapport sur la lutte contre les conflits d'intérêts. Vous avez été à la tête de la commission des lois et Sénat et vous en êtes membre aujourd'hui. Merci d'être avec nous. François Durper, bonsoir. Bonsoir Sonia. Bienvenue, historien, écrivain, spécialiste des États-Unis. Également avec nous, maître Jérôme Kersanti, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, avocat. Votre association Anticorps se bat depuis longtemps pour la moralisation, la transparence, mais la vraie moralisation et la vraie transparence. On va en parler ce soir. Alors messieurs, moralisation, on n'a plus que ce mot à la bouche. Est-ce que vous pensez qu'il y aura réellement une action forte, un avant et un après Jérôme Cahuzac, ou alors, selon la célèbre formule de Clémenceau, si vous voulez enterrer une affaire, créez une commission, où on pourrait ajouter, proposer une loi. Alain Anziani. Je crois d'abord qu'il faut observer que notre pays, malheureusement, fonctionne au rythme des scandales. Ça a été le cas notamment en matière de financement des campagnes électorales et de la vie politique. Il a fallu plusieurs scandales pour qu'enfin nous ayons sans doute la meilleure législation en Europe. Il faut le souligner. On a une législation qui est très efficace puisqu'elle interdit à une société, à une personne morale, d'accorder des dons à un parti politique. Mais il a fallu plusieurs scandales. Et nous en sommes exactement à la même chose en matière de conflit d'intérêts. Il faudra des scandales, nous en avons un. Je crois que ce scandale-là ne peut pas être écarté d'un revers de la main. Il est au fond fondamental parce qu'il pose la question, bien avant d'ailleurs des conflits d'intérêts qui sont dévoilés aujourd'hui, des conflits d'intérêts dans les cabinets des ministres. Moi je trouve que ce qu'on ne souligne pas assez, c'est que tout commence dans un cabinet ministériel. Et dans ce cabinet ministériel, il y a quelqu'un qui a des relations, des réseaux, qui va en profiter par la suite, qui va finalement faire du profit avec ce carnet d'adresses, et c'est ensuite que l'affaire éclate lorsqu'il devient ministre. Mais l'origine du conflit, c'est évidemment lorsqu'il est dans les cabinets ministériels. Et puis après, il y a toute évidemment la partie mensonge du ministre dans ses déclarations. Alors on va en parler en détail de ces conflits d'intérêts, mais sur l'aspect général, Jean-Jacques Hyest, on avance par scandale, comme a dit Alain Anziani. Et qu'est-ce que vous pensez bien, de cette quête, de cette course, cet éloge de la transparence? Quelle est la limite entre la transparence et le voyeurisme? Oui, alors moi, quand j'entends transparence, ça dépend vis-à-vis de qui et vis-à-vis de quoi. Des Français, non? Mais non, attendez, c'est ridicule. Alors, cette affaire de publier les patrimoines. Monsieur Cahuzac aurait publié son patrimoine, il n'aurait pas déclaré ce qu'il avait en Suisse. C'est une fausse. Il n'aurait pas mis noir sur blanc son compte à l'étranger. Mais non. Quand on veut frauder, on fraude. En fait, c'est le contrôle qui est nécessaire. Et tout ce que nous avions fait d'ailleurs dans le rapport commun, et je vous rappelle que tous les groupes étaient représentés. Il y avait des nuances, mais on avait abouti à des conclusions. C'était deux choses. C'est pour les conflits d'intérêts, c'est obliger à des déclarations, vérifier et sanctionner. Conflit d'intérêts. C'était même pas de dire vous envoyez de l'argent à l'étranger, c'est les conflits d'intérêts. Et comme l'a dit Alain Anziani, moi j'ai été très frappé du fait que celui dont on parle beaucoup, il avait été conseiller médicament d'un ministre et ensuite, juste derrière, il crée Cahuzac consultant. Veuillez m'excuser. Ça, tout le monde le savait. Hein. C'était dans sa biographie. Oui, mais... Ah, oui. C'était pas comme le compte à l'étranger. En fait, on aurait dû s'inquiéter à ce moment-là. Et d'ailleurs, on l'a dit, cher maître, pour les avocats, on peut pas devenir parce qu'on ne peut pas devenir conseil, normalement, quand on est parlementaire, sauf pour les professions réglementées. Vous le savez fort bien, et nous l'avons dit, il faut arrêter ça. Un certain nombre de parlementaires sont devenus avocats, et certains l'ont même écrit pour exploiter leur carnet d'adresses. Si là, il n'y a pas conflit d'intérêt, il faut interdire totalement. Et nous croyons, et nous continuons à croire que les incompatibilités, qui est une caractéristique de notre droit, ce qui n'existe pas ailleurs, vous spécialistes du droit américain, c'est pas ça. Mais nous, ça a quand même limité les risques. Et par exemple, un certain nombre d'incompatibilités entre des fonctions parlementaires et certaines professions me paraissent indispensables. Oui, c'est appliqué ça aussi? Mais non, parce que c'est appliqué dans certains cas, mais pas complètement. Et par exemple, pour les avocats, c'est particulièrement caractéristique. Écoutez, quand on voit le nombre de parlementaires qui sont devenus avocats, moi on me l'a proposé. Et j'avais passé le CAPA en plus dans ma jeunesse. Bon, j'ai toujours refusé. En disant, c'est pas la même chose. D'autres ont accepté. Non, mais si j'avais été avocat, moi, depuis 40 ans ou 30 ans, et que je continue à m'occuper dans mon fief des divorces,
Oui, Oui, parce que vous êtes avocat de formation, Alain Anziani. Même plus que ça. Il est, non seulement, mais il est d'exercice. Mais il y a un moment où on ne peut plus. Bon, alors, clair. maître Jérôme Kersanti, c'est votre combat depuis toujours. On l'a vu, il y a un concours Lépine de la proposition pour moraliser la vie publique et lutter contre la fraude fiscale, les conflits d'intérêts. Vous avez vu les déclarations de patrimoine. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est du sérieux? Écoutez, la déclaration de patrimoine, j'allais dire, c'est peut-être un préalable, mais en aucun cas, en réalité, la solution au problème. La déclaration de patrimoine, c'est un peu le symptôme de la société moderne, c'est-à-dire qu'on est dans la transparence. Et la transparence ne résout aucun problème en réalité, parce que, je rejoins M. Hyest, si M. Cahuzac avait déclaré ce qu'il a en réalité, il n'aurait jamais déclaré son compte en banque en Suisse. Donc en réalité, ça ne résout rien. La seule solution, c'est de mettre en place et des moyens d'investigation, des moyens de contrôle et une sanction adaptée. Donc ça, là-dessus, je pense qu'il faut être très clair. Je dirais, pour poursuivre, le travail intellectuel relatif au conflit d'intérêts, à la lutte contre la corruption, à toutes ces problématiques que nous abordons aujourd'hui, a déjà été fait. On voit bien qu'on a une succession d'affaires depuis plus de 10 ans, que ces successions d'affaires donnent lieu à chaque fois à des débats publics, et que ces débats publics donnent lieu à des commissions, et qu'en réalité, la loi, nous l'attendons. Il y a effectivement un projet de loi constitutionnelle, on voit bien avec un début de commencement sur des problématiques éthiques, mais on ne va pas au bout, on ne va jamais au bout de la question. Je crois qu'en réalité, il y a une clé au problème déjà, avant toute chose, c'est une indépendance réelle du parquet, la possibilité pour le parquet de poursuivre systématiquement les infractions lorsqu'elles sont dénoncées, la possibilité pour les associations de lutte contre la corruption, dont Anticorps, de se constituer partie civile dans les procès. Vous l'avez très souvent fait. Oui. Voilà, je crois que c'est d'abord une mesure essentielle. Aujourd'hui, cette opportunité des poursuites permet au parquet, en réalité, de se dédouaner dans beaucoup d'affaires qui pourraient concerner des hommes politiques. Alors, François Durper, direction les États-Unis. Tout candidat à un poste de ministre doit se soumettre à une enquête préalable très fouillée. On appelle cela le vetting process. En quoi cela consiste? Est-ce que Jérôme Cahuzac aurait pu passer à travers les mailles du filet avec un tel procédé? Vetting process, on en a parlé, mais là, il y a une boîte à outils, c'est l'heure des boîtes à outils, sur la moralisation de la vie publique. Et on a l'impression qu'aux États-Unis, on va tout trouver. Et il y a quand même 4 choses qui ont été mises devant. Il y a le FACTA, la loi américaine qui est censée résoudre la question de l'évasion fiscale. C'est la proposition de Pierre Moscovici cet après-midi. Il y a le délit de parjure qui aurait empêché Cahuzac de mentir devant l'Assemblée nationale. Il y a effectivement ce que vous dites, le vetting process et le dispositif consistant à éviter le conflit d'intérêts. Sur ces 4 outils, à mon avis, il y a 2 qui sont des fausses bonnes idées. Lesquelles? La fausse bonne idée, c'est déjà FACTA. FACTA pour éviter l'évasion fiscale. C'est la proposition phare de Pierre Moscovici. Mais Pierre Moscovici, avant, si vous voulez, il faut rappeler aux gens ce que c'est. Vous avez 50 000 $ sur un compte dans une banque à l'étranger. Si vous êtes citoyen américain, eh bien, cette banque doit déclarer au fisc américain. Sinon, elle a une surtaxe de 30% pour toute affaire avec les États-Unis. Et ça concerne un citoyen américain, même si celui-ci ne réside pas ou plus aux États-Unis. Exactement. Alors ça, déjà, du côté français, avant de proposer un FACTA à l'européenne, il faudrait déjà avoir signé les accords avec les États-Unis. Puisque dans les 7 pays qui ont dit « OK, on va avec les États-Unis sur cette moralisation », la France n'en fait pas partie. Vous êtes en train que c'est du bluff pour le moment, cette proposition? Oui, c'est du bluff. Il faudrait déjà commencer par se renseigner sur ce qu'est FACTA aux États-Unis. Ça passe en janvier 2014. L'Espagne a dit oui, le Danemark a dit oui. Pour l'instant, la France est à l'écart. Deuxième, on dit n'importe quoi sur le délit de parjure. On dit mais regardez, c'est formidable aux États-Unis. Délit de parjure, Cahuzac, il n'aurait pas pu mentir au Congrès. Mais il n'y a pas de délit de parjure au Congrès des États-Unis. Le délit de parjure, ça concerne une affaire judiciaire. Vous ne pouvez pas mentir à un juge. Et d'ailleurs, en France, vous ne pouvez pas mentir. Ça s'appelle un témoignage mensonger. Il y a aussi un délit de parjure. Donc, alors, il y a ce qu'on appelle le contempt of Congress. C'est l'injure au Congrès, mais ça ne concerne pas les mensonges. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le vetting process? Le vetting process, en revanche, ça c'est une bonne idée. Le vetting process, ça consiste en quoi? C'est 3 étapes. La première, c'est le questionnaire. Plus de 60 questions. Toute personne qui veut être ministre, il y a d'abord questionnaire. Deuxième point, il y a l'enquête, et là, ça rigole pas. Staff présidentiel, FBI, enquête sur les 10 années qui précèdent la nomination. On enquête sur tout, patrimoine, mais aussi toutes les affaires possibles. Et puis, l'audition télévisée, devant le public Sénat, devant
LCP, tout le monde, tous les Français peuvent voir devant les commissions. Ah oui, parce que c'est la commission, musclé, hein. c'est commission sénatoriale. Hein. Ça veut dire par exemple John Kerry, il est nommé par Obama, mais ce sont les sénateurs, la commission sénatoriale des affaires étrangères, qui votent. Alors ça a 3 avantages. Premier avantage démocratique, ça veut dire que le législatif est impliqué dans toutes les nominations. Deuxième avantage, c'est un avantage de moralisation publique. Et là, je réponds à votre question, Cahuzac, il ne serait pas passé. D'ailleurs, le conseiller santé d'Obama en 2008, Tom Daschle, il a dû renoncer parce qu'on a découvert qu'il était en délicatesse avec le fils. Exactement. Et le troisième avantage, c'est que même si Cahuzac était passé au travers, il n'y aurait pas eu de crise politique parce qu'il y a une co-responsabilité de la nomination. Ça veut dire qu'aucun député UMP aurait pu dire au Premier ministre ou au président, c'est uniquement votre faute. On est tous co-responsables des nominations. Donc là, vetting process, c'est une très bonne idée. Est-ce que c'est une très bonne idée? Est-ce qu'il faut sonder les reins et le coffre-fort de chaque élu? Et peut-être même le cœur et aller jusqu'à la chambre à coucher, peut-être, malheureusement. Mais moi, je trouve l'idée intéressante. Elle nous invite à changer beaucoup de choses. Et notamment à changer, évidemment, les processus de constitution de nos gouvernements, qui demanderont sans doute un peu plus de temps. Mais je crois que la démocratie mérite peut-être d'avoir ce temps. Et il ne faut peut-être pas sacrifier toujours à l'urgence. Donc ça me paraît une bonne idée. Il faut l'adapter, évidemment, à notre droit français, à nos pratiques françaises. En tout cas, on voit très bien qu'on ne peut pas... un ministre doit être exemplaire, un parlementaire doit être exemplaire. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Franchement, la transparence, c'est certainement une bonne chose, mais en même temps, ça peut être de la poudre aux yeux. Donc cette poudre-là, il faut l'écarter et aller voir la réalité. Je voudrais ajouter quand même un point pour reprendre ce que disait tout à l'heure Jean-Jacques Hyest. Moi, je suis pour une règle simple qui déjà éviterait un certain nombre de cas, qui serait d'inverser la règle des incompatibilités. Aujourd'hui, vous pouvez être parlementaire et en même temps, vous pouvez être avocat, conseil dans une entreprise, etc., etc. C'est une source majeure de conflit d'intérêts. C'est une source. Nous devrions inverser. Un parlementaire devrait ne pas pouvoir exercer une autre profession. Quitte ensuite après... Sans aucune exception. Alors voilà, quitte après à mettre des exceptions. Mais des exceptions, je ne voudrais pas parler pour dire comme aux États-Unis, mais des exceptions par exemple pour des activités d'enseignement, des exceptions pour des activités de publication. On peut même peut-être aller, mais là je vous laisserai préciser comme aux États-Unis, où il y a des plafonds de rémunération, je crois, on avait vu ça à Washington. C'est-à-dire qu'un médecin peut conserver la pratique, mais avec un plafond de rémunération. On a prévu, c'est écrit, mais alors tout y est. Tout est déjà là, la boîte à outils entre guillemets. Alors j'ajouterais que Alain Anziani ne l'a pas dit, mais nous avons été enquêtés aux États-Unis. Pas pour les ministres, pour les parlementaires. Et on s'aperçoit quand il y a conflit d'intérêts, il n'y a pas beaucoup de sanctions. Non. Écoutez, on a vérifié le nombre de sanctions. Bon, allez, disons que les parlementaires entre eux, parce que c'est quand même le contrôle entre eux, et ça peut-être que c'est pas totalement satisfaisant. Oui, mais comme il y a beaucoup de points qui sont respectés. Alain Anziani disait le plafond du montant des rémunérations. Ça permettrait de sortir par le haut du débat qu'on a depuis quelques heures. Depuis quelques heures, les uns disent il faut interdire à certaines professions, les autres disent on veut pas une assemblée de fonctionnaires. Aux États-Unis, c'est pas public-privé, c'est montant de rémunération, c'est pas plus de 26 550 $ mais ça c'est pour l'argent, mais ça ne résout pas le problème du conflit d'intérêts. C'est très simple, vous ne pouvez pas avoir une activité où vous devez avoir une loyauté vis-à-vis d'un client. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être avocat et député, vous ne pouvez pas être avocat et sénateur. C'est impossible. Moralisation, transparence, plafond des rémunérations, pas de cumul avec un autre métier. Quelle classe politique on va avoir dans quelques années? Qui voudra encore faire de la politique? Pardon, cette question un petit peu... Moi j'ai défendu toujours deux choses. C'est que d'une part, il faut... Quand on nous dit vous gagnez trop d'argent, je suis désolé. Il faut avoir une rémunération qui permette à des gens qui gagneraient autant ou plus de se consacrer à la vie publique. Moi, je suis désolé, mais autrement... Mais où est-ce que vous mettez le curseur? Ça, écoutez, le curseur d'aujourd'hui, moi, me paraît raisonnable. Et ça, mais quel est-il? Est-ce qu'on peut le connaître comme ça, comme dans une opération on gagne 5 500 € par mois environ, puis point, c'est tout. Et moi, je ne le cache pas, je ne l'ai jamais café. C'est plus qu'un prof d'université. Oui, mais c'est... En matière de transparence, tout est publié aujourd'hui. Rien n'est opaque là-dessus. Tout est publié sur le site du Sénat. Vous allez sur le site du Sénat, vous voyez la rémunération d'un sénateur. La fausse bonne idée, moi, c'est de dire, vous allez publier votre patrimoine. Donc c'est faux de dire ou de penser ou de faire croire que la politique c'est un choix de carrière rentable. Si on le dit, on le pense, on flatte les populismes alors. Un peu. Moi je ne connais personne qui se soit engagé en politique pour gagner de l'argent.
je pense que ça n'existe pas. Parce que les contraintes, parce qu'au départ, quand vous faites de la politique, vous n'en gagnez pas l'argent. Vous passez des années à militer, et puis ensuite, après, vous arrivez à des fonctions qui, effectivement, vont être rémunérées. Mais ce sont d'abord les convictions. Jérôme. Pardon, Jérôme, je suis désolée. C'est pas grave. Le problème, c'est pas effectivement. Je pense qu'effectivement les politiques, lorsqu'ils entrent en politique, ils le font dans le souci de l'intérêt général et l'éthique politique. Je crois qu'au fondement même de l'engagement. En revanche, le problème se pose dans cette longueur des mandats et une des réformes importantes serait effectivement la suppression du cumul des mandats, d'une part, et d'autre part, la limitation de ces mandats dans le temps. On ferait effectivement, on éviterait à la fois que les hommes politiques, durant le mandat, aient la nécessité d'avoir une profession à côté, et en revanche, on ne les professionnaliserait pas, de sorte que, au terme de 2 mandats, imaginons, eh bien effectivement, ça serait terminé. Je crois que ça, c'est une exigence démocratique et qui résoudrait une bonne partie des conflits d'intérêts. C'est les liens, évidemment, c'est le lien. On ne fait jamais le lien entre la question des mandats et la question du conflit d'intérêts. Mais aux États-Unis, quand c'est né le conflit d'intérêts, c'était avant tout, c'est pas inscrit dans la Constitution. Vous ne pouvez pas être à la fois sénateur et maire d'une grande ville. Vous connaissez, le maire de Chicago n'est pas sénateur de l'Illinois. C'est impossible. Vous ne pouvez pas être député-maire aux États-Unis parce qu'on estime qu'il y a un conflit d'intérêts entre un mandat local et un mandat fédéral. Et quand vous commencez, vous êtes député, vous êtes jeune sénateur, on commence par vous donner 456 pages de code de conduite du parlementaire, où on vous explique que pour les cadeaux, quand vous êtes vous êtes un mandat de sénateur, pour les cadeaux, vous avez droit à des cadeaux en entreprise privée, mais pas plus de $10. Et si vous recevez un cadeau de plus de $250, y compris pour Noël, vos amis, etc., il faut les déclarer à la commission d'éthique pour tout voyage à l'exclusion. C'est le modèle des États-Unis. Je dis pas que c'est le modèle. C'est déjà le cas. Ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas connu. Mais au Sénat. Vous entendez un rapport, mais est-ce que c'est concret? Non, mais au Sénat, le règlement du Sénat impose que si vous percevez un avantage quelconque, et notamment un cadeau, alors c'est 150 € au Sénat, vous devez le déclarer. Sauf que ce n'est pas publié. Donc là, peut-être il y a des progrès à faire. Mais en tout cas, il y a des systèmes déclaratifs. On a le système du patrimoine, des activités, des intérêts et des cadeaux au Sénat. Ça existe déjà. Seulement une partie font objet de publication. Voilà peut-être la difficulté. Oui, le déclaratif, je voulais juste ajouter à ce que disait Monsieur Azani, la déclaration, on va y arriver. La déclaration, vous dites, elle n'est pas publique, donc c'est un problème. D'autre part, même si elle était publique, c'est toute la problématique d'ailleurs du lobbying, c'est que la transparence en l'espèce, c'est-à-dire la déclaration des lobbyistes, en réalité revient à légaliser l'influence et les jeux d'influence. Et toute la question aujourd'hui qu'on pose, c'est celle effectivement non seulement de la transparence, mais je dirais plus de l'interdiction de ce type de procédé qui en réalité paralyse, je pense, et donne à l'intérêt général en réalité le service d'un intérêt privé ou d'intérêt corporatiste. Non, mais je vous donne raison. On a un rapport de Christophe Sirugue à l'Assemblée nationale qui, en matière de lobbying, montre qu'il y a des choses inadmissibles, puisqu'il y a des collaborateurs bénévoles de parlementaires qui sont en fait payés par des lobbyistes. Alors, la question, est-ce qu'il faut interdire ou pas le lobbyiste? Sans doute pas, parce qu'il faut bien voir aussi l'intérêt que ça peut avoir d'avoir un certain nombre d'informations. En tout cas, il faut le réglementer d'une façon beaucoup plus sévère et éviter notamment qu'un lobbyiste puisse acheter un collaborateur. Je vais revenir à la déclaration de patrimoine. J'ai appris aujourd'hui en lisant ce livre qui date de 2009, L'argent des politiques, c'est avec Christophe Dubois et Marie-Christine Tabé, que c'est la Commission pour la transparence financière de la vie politique qui est chargée de vérifier vos déclarations. Alors c'est une institution méconnue des Français. Tout se passe dans le huis clos feutré d'une pièce du Conseil d'État réservé à un cercle d'initiés pour des débats consensuels. Ça fait quand même un peu réunion entre copains. Il faut que ça change aussi. Ah non, moi je pense que la Commission, écoutez, demandez au président de la Commission, il dit qu'il n'a pas assez de moyens pour faire les vérifications. Mais c'est quand même quelqu'un... Écoutez, alors moi je ne me remets pas en cause du tout la Commission de la transparence de la vie politique, c'est pas ça. C'est qu'il faut lui donner les moyens. Parce qu'en fait, la déclaration qu'on est amené à faire, c'est en début de mandat et en fin de mandat. Et là, si on fait, il peut faire appel effectivement aux déclarations fiscales, etc. On peut faire des croisements pour voir si quelqu'un s'est enrichi indûment, c'est ça. Il ne peut pas, maître. Oui, mais il faut lui donner les moyens. Il peut pas, moi, ça ne me gêne pas du tout. Il n'a aucun moyen d'investigation. Oui, donc, moi, ça ne me gêne pas qu'on lui en donne. Ah, voilà.
Donc oui, mais c'est je préfère cette formule, franchement, où aller mettre tout sur la place publique, ça ne sert strictement à rien. Je vous rejoins. Ça ne sert strictement à rien. Il faut qu'il ait accès aux déclarations fiscales. Voilà. Moi, je voulais vous poser aussi une question. Moi, honnêtement, moi, je joins une déclaration qu'on est obligé de faire parce que j'ai eu le malheur d'acheter il y a 15 ans un petit appartement à Paris. Alors, vous voyez ce que ça veut dire immédiatement. Racontez-nous, c'est le moment. Non, je paie l'ISF. Uniquement de ce fait. J'ai acheté au creux de la vague. Et puis maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Moi, c'est dans le 6e, ça vaut je ne sais pas combien de mètres carrés. Moi, je ne m'étais même pas rendu compte jusqu'au jour où je suis passé devant une agence immobilière. J'ai dit, c'est ce coût de ce prix-là. C'est affreux. Oui, c'est tout. C'est pas tellement affreux. Hein. Non. Bon. Mais c'est affreux. Moi, vous allez vous en remettre. Si, c'est affreux pour moi. Je voulais vous poser une question collégiale. Est-ce que vous croyez, messieurs, qu'il va y avoir une action forte, courageuse du gouvernement Ayrault et de François Hollande, surtout Alain Anziani? C'est ça le plus important. Est-ce qu'il va y avoir un électrochoc? Je crois que demain, au Conseil des ministres, il y aura une déclaration du Premier ministre sur ces questions-là, avec un projet de loi qui sera soumis au dernier Conseil des ministres d'avril, qui aura deux parties. Une première partie sur la fraude fiscale et une deuxième partie, effectivement, sur la moralisation de la vie politique. Je ne connais pas exactement le détail, mais je sais en tout cas que le gouvernement travaille beaucoup pour avoir des mesures extrêmement sévères. Et on devrait être surpris par justement la force de ces contrôles. Même question, Jérôme Kersanti. Écoutez, j'allais dire, on verra bien. Je crains qu'on n'aille pas là où je pense qu'on devrait aller, c'est-à-dire sur une réforme importante du parquet, sur des sanctions pénales, parce que je pense que tant qu'il n'y aura pas de sanctions pénales sérieuses, on n'arrivera pas non plus à sensibiliser réellement les hommes politiques. Pour le reste, je pense qu'on va dans le bon sens, et donc c'est un bon processus. Mais j'attends un peu de voir. En conclusion, Alain Anziani disait tout à l'heure quelque chose d'important, et disait pour que ça aille mieux, il faut prendre le temps de la démocratie. Et là, les Français toujours nous posent la question, spécialistes des États-Unis, pourquoi le président américain est élu en novembre, début novembre, et pourquoi il arrive qu'en janvier, et qu'il est investi en janvier? Eh bien parce qu'on étudie toutes ces nominations, et qu'il faut bien 3 mois. Dans les années 30, avant les années 30, c'était même 6 mois pour étudier toutes ces nominations. Voilà une proposition qu'on pourrait faire. Jean-Jacques Hyest, même question, en guise de conclusion. Oui, je pense que... ou bien on prend des mesures d'apparence comme on l'a fait parfois, et ça ne changera strictement rien. Ou bien on réforme, et dans le sens par exemple du contrôle, etc. Moi je pense beaucoup plus à ça que simplement, parce que ça ne change rien. La transparence, c'est pas la transparence, c'est pas le voyeurisme, la transparence, c'est pas ça. Et moi j'attends... Et en plus, moi je suis quand même choqué. Moi je suis parlementaire depuis un certain nombre d'années, peut-être trop d'années. Mais quand même, la plupart de mes collègues sont des gens honnêtes, qui ne répondent à aucun lobby. Moi, dans ma carrière parlementaire, j'ai été saisi une fois par un lobby. Bon. Eh bien, je les ai envoyés promener. On a bien compris votre message. Mais vous attendez tous, en tous les cas, messieurs, une action forte et courageuse. Merci beaucoup d'avoir été nos invités. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. La suite du 22h à présent, avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, c'est le tour de l'info. Il est signé Monir Soussi. Carton de signature sous le bras, les candidats UMP à la primaire pour la mairie de Paris ont déposé leur parrainage ce matin au siège de la Fédération de la Capitale. Le nombre de soutiens ne sera pas révélé pour éviter la surenchère. Sauf surprise, 6 candidats sont en lice. Rachida Dati et Nathalie Kosciusko-Morizet tiennent pour l'instant le haut de l'affiche à droite. Le premier tour de ce scrutin électronique payant se tiendra à partir du 31 mai. L'Agence sanitaire de l'alimentation et de l'environnement confirme les dangers du bisphénol A. Dans leur enquête, les scientifiques indiquent que ce perturbateur endocrinien, présent dans les boîtes de conserve, constitue un risque de cancer pour les fœtus exposés. Le bisphénol A, c'est une substance chimique qui est très couramment utilisée depuis une cinquantaine d'années. Donc il y a une certaine pollution environnementale diffuse que l'on retrouve dans l'air, mais qu'on peut retrouver aussi sur un certain nombre d'aliments qui ne sont pas directement au contact de matériaux contenant du bisphénol A. Depuis janvier 2013, ce composant est interdit dans les biberons. En 2015, il sera banni de tous les contenants alimentaires. Bertrand Fragonard a remis ce soir au Premier ministre son rapport sur les allocations familiales. Principale proposition du président du Haut Conseil à la famille, une modulation des prestations selon le revenu des ménages. Cette mesure doit combler les 2 milliards de déficit de la branche famille en réduisant les allocations des familles les plus aisées. Matignon annonce que les consultations se poursuivent sur ce dossier. Gilles Bernheim sort du silence. Le grand rabbin de France avoue être auteur de plusieurs plagiats. Il s'est notamment attribué des textes sur le thème du mariage homosexuel. Ses biographies indiquent qu'il est agrégé de philosophie.
Encore un mensonge reconnu par Gilles Bernheim. Pour autant, il ne démissionne pas, estimant que ce serait un acte d'orgueil. Des missiles patriotes ont été déployés au cœur de Tokyo aujourd'hui. Devant le ministère de la Défense, ces armements sont installés pour intercepter toute frappe en provenance de la Corée du Nord. Les observateurs craignent un tir imminent de Pyongyang. Les États-Unis annoncent qu'ils abattront un missile nord-coréen seulement s'il représente une menace directe pour son territoire ou celui d'un allié. Le climat des affaires plane sur les unes à venir des hebdomadaires. Demain, le Canard enchaîné revient longuement sur l'affaire Cahuzac et ses répercussions. L'Express, lui, n'épargne pas François Hollande en titrant sur la faiblesse du chef de l'État. Et tout de suite, c'est la chronique Net d'info. Et voilà, on retrouve Caroline Deschamps. Bonsoir Caroline. Bonsoir, on va donc Sonia. parler de l'opération Vérité et de l'action Transparence sur la moralisation de la vie politique sur les réseaux sociaux. Oui, tout. Vous saurez tout, Sonia, sur le patrimoine des politiques, enfin presque. Certains parlementaires et ministres ont donc pris les devants en publiant leur patrimoine. Alors, dans la famille des déclarants, il y a les old school qui choisissent les médias traditionnels, comme Arnaud Montebourg et François Fillon, qui ont opté respectivement pour la presse écrite et la télé. Et puis, il y a les connectés qui déclarent sur le net, la ministre Marie-Arlette Carlotti, Bruno Le Maire sur leur blog, les écolos, Jean-Vincent Placé, Pascal Canfin, Cécile Duflot, le font eux sur le site internet du parti. Enfin, il y a les 2.0, ceux qui préfèrent les réseaux sociaux, à l'instar du député PS Vincent Feltès, qui publie ses revenus sur la page Facebook, et de Philippe Dallier, qui gazouille patrimoine sur Twitter. En 3 tweets, le sénateur UMP détaille un pavillon de banlieue, 2 voitures, un livret épargne et 15 000 € de crédit à la consommation. Publiés sur Internet, les patrimoines de nos élus sont donc accessibles partout, à portée de main, depuis nos smartphones. Et nous voilà, internautes, citoyens curieux, presque voyeurs, à détailler ce que possèdent nos gouvernants. On apprend donc qu'Arnaud Montebourg aime les fauteuils design, que Cécile Duflot a une 4L et que Bruno Le Maire possède une ferme basque. C'est presque un inventaire à l'après-vert, Sonia. Et on imagine que les réactions sont très nombreuses sur le web également. Et oui, eh bien justement, la 4L et la Twingo de la ministre du Logement ont beaucoup fait réagir sur Twitter. Les internautes, vous le savez, étant promptes à se gausser. Ce à quoi Cécile Duflot répond amusée dans un premier temps. Elle tweet « Effet secondaire imprévu du dispositif, mais vous m'envoyez ravi ». Et puis, quand de nombreux tweetos, dont un élu UMP, lui font remarquer qu'une Twingo 1999, ce n'est pas très écolo, la ministre s'agace, elle écrit « Et donc, une semaine après Jérôme Cahuzac, Twitter glose sur mes bagnoles, serrer les poings, se lever et croire toujours aussi fort en la politique ». Alors Sonia, Twitter n'a pas que glosé sur les bagnoles des ministres, mais beaucoup s'étonnent du fait que les élus possèdent si peu, et donc le doute et la suspicion s'installent quant à la sincérité des déclarations. Ainsi, Stéphane Soumier s'interroge sur le patrimoine de Laurent Wauquiez. « Sérieux, ça m'échappe, que font-ils de l'argent qu'ils gagnent ?» D'autres s'insurgent sur le trop-plein de transparence, comme Nadine Morano, je cite, « Après la déclaration de patrimoine, la visite du patrimoine lors de la journée du patrimoine, c'est encore plus transparent, non ?» s'interroge-t-elle. Une ligne que partage Christian Jacob, qui réclame la déclaration des journalistes, une sortie bien évidemment qui hérisse les principaux intéressés, et Christian Jacob de se faire tirer l'oreille par Samuel Laurent Dumonde qui écrit « Ça commence à me gonfler sévère, cette défense pitoyable de certains UMP sur les méchants journalistes ». Alors dans ce climat tendu et délétère, le rire peut peut-être parfois être salvateur. C'est en tout cas la voie suivie par la sénatrice socialiste Laurence Rossignol qui imagine un dialogue fictif avec son mari. Je cite « Chérie, combien elle vaut la bague que tu m'as offerte pour nos 10 ans de mariage ?» Ah, c'est tout. Attention donc, Sonia, aux effets collatéraux. On est prévenu. Merci beaucoup, Caroline Deschamps. On vous retrouve avec plaisir mardi prochain pour la chronique Net d'info. Et avant de conclure ce journal, petit détour à présent par l'hémicycle où nous retrouvons Delphine Girard. Les débats sur le mariage pour tous sont pour l'instant suspendus, mais devraient reprendre à 23h30. C'est bien cela ?
Oui, exactement, hein, Sonia, je le disais tout à l'heure, la séance est suspendue et il va falloir attendre 23h30 pour suivre en direct sur Public Sénat le vote des sénateurs sur l'article 1er, cet article qui modifie le Code civil pour ouvrir le mariage et l'adoption aux couples de même sexe. C'est donc à suivre sur notre antenne en direct à partir de 23h30. Merci beaucoup Delphine. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, votre émission politique, preuve par 3. L'invité, c'est Marine Le Pen à 23h30. Notez-le. Vous pourrez donc suivre en direct la suite des débats sur le mariage pour tous au Sénat. Je vous retrouve demain avec plaisir, bien sûr. Marine Le Pen, invitée cette semaine de Preuve par 3, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Le climat politique vous profite, dit-on. À la crise économique et sociale s'ajoute la crise morale. Mais attention, vous n'êtes pas la seule à vouloir remporter la mise, Marine Le Pen. Toutes les questions vous seront donc posées lors de cette émission. Preuve par 3 en partenariat avec l'agence France Presse, représentée ce soir dans un instant par Andrea Bomino, en partenariat également avec Dailymotion qui permet aux téléspectateurs de vous interpeller. Perrine Tarnaud de Public Sénat nous rejoindra comme chaque semaine à la fin de cette émission. Les mots sont forts du côté de l'exécutif. Sévérité, mesures draconiennes, lutte contre la fraude fiscale, transparence des patrimoines. Est-ce que vous croyez au plan de lutte pour la moralisation de la vie politique ? C'est-à-dire que je pense que la multiplication de ces annonces cherche en réalité à éteindre le feu. Voilà, le feu qui n'a peut-être pas terminé de brûler d'ailleurs en l'occurrence. Parce que il semblerait qu'un certain nombre de journaux se fassent la course à échalote pour créer une espèce de feuilleton où chaque jour apporterait son lot de révélations. Parce que surtout, il y a des grosses affaires qui sont actuellement à l'instruction quand même, hein, et qui touchent le monde politique. Je pense à l'affaire de Karachi, je pense à l'affaire libyenne et d'autres. Et par conséquent, mais ça n'est qu'une longue suite. Enfin, je veux dire, ça date pas d'aujourd'hui. L'affaire Cahuzac n'est pas un élément, une anecdote dans la vie politique française. La Ve République a été frappée par une suite ininterrompue de scandales, une suite ininterrompue d'affaires, plus ou moins graves, mais qui, il faut bien le dire, ont arrosé l'UMP et le PS de manière à peu près égale. Donc ce choc de moralisation qui est annoncé par le chef de l'État, par le Premier ministre, ne vous fera pas renoncer à votre demande de dissolution de l'Assemblée nationale, par exemple? Écoutez, je vois le Premier ministre... La démission même du gouvernement? Non mais le Premier ministre organise une réunion pour parler de la moralisation de la vie politique, d'accord? Il invite les présidents de groupe à l'Assemblée nationale. Il a bien choisi précisément les présidents de groupe pour éviter quoi? Pour éviter d'inviter le Front National. Ça pose quand même un problème. Comment veut-on parler de moralisation si déjà au départ on n'a pas la morale élémentaire de respecter les 20% de Français qui ont voté pour le Front National à l'élection présidentielle? Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous demandez au chef du gouvernement? Je demande la moindre des choses, c'est de montrer que les choses ont changé. Parce que le simple fait de se réunir, de faire de l'entre-soi, comme ils sont en train de le faire dans le cadre de ce débat sur la moralisation, démontre que rien n'a changé. Et s'il fallait une preuve que rien ne changera, eh bien, elle est apportée par Jean-Marc Ayrault avec cette décision que je trouve absolument inouïe. Publier son patrimoine, vous êtes pour ou contre vous? Oui, non, mais je ne suis pas contre, je l'ai fait d'ailleurs pendant l'élection présidentielle. Mais le fait de publier son patrimoine n'a pas de sens. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire une comparaison entre le patrimoine au moment où vous accédez à votre mandat et le patrimoine lorsque vous quittez votre mandat ou lorsque vous réclamez ça, on une pourra nouvelle le vérifier, élection. puisque les patrimoines, maintenant, ce sera public, ce sera sur la table. Donc ça n'est absolument pas contestable. Mais je pense qu'il y a des choses beaucoup plus importantes et urgentes à mettre en œuvre. Qu'est-ce qui est le plus prioritaire, alors Le plus prioritaire, c'est de mettre en place ce que j'avais proposé dans le cadre de mon projet présidentiel, à savoir la mise en œuvre d'une commission d'enquête, dont les membres seraient désignés par le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, dont l'objectif serait d'opérer une enquête préalable avant toute nomination à des postes d'importance dans la République et évidemment avant toute nomination de ministre. Dans le but de quoi? De faire une analyse du parcours professionnel, de voir s'il existe des conflits d'intérêts qui rendraient critiquable l'exercice
l'exercice politique de cette personnalité à la place à laquelle on envisage de le mettre. Les conflits d'intérêts, vous êtes avocate. Hein, oui. Est-ce qu'il faut interdire, vous l'étiez, est-ce qu'il faut interdire à un parlementaire de demeurer avocat et a fortiori de le devenir durant son mandat? Non, je ne le crois pas. Là, on touche vraiment au conflit d'intérêts. Pourquoi? Souvent, mais vous non, savez bien. Enfin, écoutez, il y a eu des faire temps... jouer son carnet d'adresses parlementaire... Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Que les avocats puissent devenir députés n'a rien de critiquable. Ils sont d'ailleurs soumis à un certain nombre d'interdictions. Ils ne peuvent pas plaider, par exemple, dans les affaires de droit de la presse. Lorsqu'ils sont députés, ils ne peuvent pas plaider contre l'État. Tout ça a été prévu. Ce qui est critiquable, ce sont les députés ou les anciens ministres qui réclament de devenir avocats pour se servir du carnet d'adresses qu'ils se sont constitués lorsqu'ils avaient des responsabilités politiques et pour vendre en quelque sorte leur influence sous la robe d'avocat. Mais ça, c'est le rôle du Conseil de l'ordre. C'est le rôle du barreau de faire le ménage et de refuser ce type de démarche. Et ces gens-là n'ont bien souvent pas de cabinet, ils mettent juste leur nom sur une plaque. Ils n'ont pas réellement d'activité professionnelle d'avocat et ils ont uniquement une activité de trafic en quelque sorte d'influence. Donc c'est au barreau... Trafic d'influence. Oui, on trafique l'influence, on dit ben voilà, je me sers des gens que j'ai connus quand j'étais ministre ou Premier ministre, etc. pour aider à la réalisation de telle ou telle affaire. C'est pas ça dans une démocratie. Mais ça, encore une fois, c'est au Conseil de l'ordre des avocats d'être plus exigeant dans la manière dont il accepte comme ça ne doit pas passer par une nouvelle loi. Non, mais de toute façon, je veux dire, vous ferez toutes les lois que vous voulez. Ben là, ce serait une application concrète. Mais non, mais vous voyez bien que, regardez, dans toutes les lois qui ont été proposées, laquelle aurait empêché l'affaire Cahuzac? Aucune. Aucune. Bon, parce qu'il y a aussi la morale... Pas de loi contre le mensonge. Ben voilà, il y a aussi la morale des hommes. Bon, il y a aussi le sentiment d'impunité qui est un peu celui, il faut bien le dire, de la classe politique française, où on a le sentiment que de toute façon rien ne peut arriver et que par conséquent on peut continuer. Il y a le problème des contrôles. Moi j'aimerais savoir, par exemple, les journalistes pourraient poser la question à tous les députés, combien de députés ont eu un contrôle fiscal dans leur vie ? C'est intéressant de savoir ça. Par exemple, M. Cahuzac n'en a pas eu, par exemple. Pas une seule fois dans toute sa carrière, il n'a eu de contrôle fiscal. Bon. Il vous l'a dit, vous êtes informé? Non, mais j'en suis absolument convaincu. Vous connaissez son avocat? Non, mais j'en suis... Marine Le Pen, attendez. J'en suis absolument convaincu. Ah bon, non, mais attendez. Alors que, par exemple, je vous donne un exemple, mais Jean-Marie Le Pen, il en a eu 17. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contrôle fiscal est utilisé depuis des années, non pas pour contrôler en réalité l'activité fiscale des responsables éventuellement politiques ou des élus, entre autres, comme n'importe quel autre d'ailleurs, français, mais il est utilisé comme une arme politique contre les adversaires. Bon, là aussi, c'est une dérive. Incontestablement, c'est une dérive. Est-ce que la lutte contre l'évasion fiscale est pour vous également une autre des priorités? Mais c'est une priorité comme la lutte contre toutes les fraudes. Les placements occultes à l'étranger des Français. Mais contre toutes les fraudes, comme la fraude sociale, il y a un moyen très simple. Je vous parle de l'évasion fiscale. Écoutez, il y a un moyen très simple. Qui coûte des milliards d'euros, 35 milliards d'euros à la France. Mais il y a un moyen très simple, c'est de mettre en place les mêmes conditions qui existent, par exemple, aux États-Unis, qui ont été mises en œuvre par le gouvernement américain, à savoir que dans le cadre d'accords, on dit, écoutez, tous ceux qui en réalité vont dans un autre pays pour payer moins d'impôts seront quand même tenus de payer la différence au pays dont ils ont la nationalité. Vous reconnaissez aujourd'hui qu'ouvrir un compte à l'étranger n'est pas anodin? Et ouvrir un compte à l'étranger est totalement anodin. C'est là que je ne comprends plus. Monsieur, ouvrir un compte à l'étranger est anodin si vous déclarez les sommes qui y sont à votre administration fiscale. C'est rare. Surtout quand on s'installe en Suisse ou au Luxembourg. Mais ça, c'est vous qui le dites. Mais ça n'est pas vrai. Il y a des gens qui ont des activités à l'international, qui ont des comptes à l'étranger et qui déclarent ces comptes à l'étranger à l'administration fiscale française. On ne peut pas non plus créer un procès d'intention parce que, alors là, sinon, on tombe dans quelque chose, à mon avis, pour le coup, également de critiquable. Bon. Il y a un autre problème sur la moralisation de la vie politique, c'est que le meilleur contrôle qui est à effectuer, c'est celui de l'opposition. Le problème de la vie politique française, c'est qu'il n'y a plus d'opposition.
En réalité, ces deux partis que sont l'UMP et le PS ont tellement gouverné ensemble pendant longtemps. Un coup c'est toi, un coup c'est moi qui est dans l'opposition, un coup c'est toi, un coup c'est moi qui suis dans la majorité. Est-ce que le contrôle est vraiment effectué? Moi, je me rends bien compte que dans les conseils régionaux, le fait d'avoir une opposition extrêmement efficace et même parfois féroce oblige l'exécutif à faire particulièrement attention à ce qu'il fait. Et les habitudes qu'on prend avec le temps, de pas tout à fait respecter les procédures, etc. Eh bien, quand on a une opposition digne de ce nom, eh bien, ces procédés s'arrêtent. Alors, un bon moyen de moraliser aussi la vie publique, c'est de permettre que l'ensemble des Français soient représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ça n'a quand même rien d'extraordinaire dans une démocratie. Il y a quand même deux éléments qui ont jeté un trouble, Marine Le Pen. Notamment, je citais l'avocat Philippe Pénin, qui est un de vos proches du Front National, qui a ouvert le compte de Jérôme Cahuzac en Suisse, en 1980. Et il ne vous en avait pas parlé. Non mais, excusez-moi, non, il n'aurait pas dû le faire à partir du moment où il y avait eu, par exemple, il n'aurait pas dû le faire à la justice, s'exprimer, à partir du moment où une information judiciaire et qu'une enquête préliminaire avait été déclenchée. Dites-moi, vous connaissez ce que c'est, le secret professionnel? Oui, bien sûr, mais l'action de la justice, on connaît aussi, quand il y a une enquête préliminaire qui est ouverte. Non mais monsieur, permettez-moi. Il est avocat, il est couvert par le secret, il est obligé, même soumis d'ailleurs, au secret professionnel. Qu'est-ce que ça... Mais en quoi? Ce que je ne comprends pas, à part essayer rien que de citer mon nom dans une affaire dans laquelle je ne suis strictement pour rien, ni de près ni de loin, en quoi a servi cette soi-disant révélation effectuée de la part du Monde, dont on sait que c'est un journal qui est un peu spécialisé des manipulations politiques, lorsque ça l'arrange d'ailleurs. En quoi ça a apporté quelque chose au débat? À part qu'on apprenne que M. Cahuzac avait des amitiés qui manifestement allaient bien au-delà de ses idées politiques. Ah bon? C'est ça la grande question? C'était l'une des questions. Ah bon, mais sauf que moi je ne l'ai pas nommé, M. Cahuzac. Marine Le Pen, je voulais vous interroger. Non, mais c'est trop facile ça, vous mettez en cause, parce que quelque part c'est une mise en cause de ma probité. Alors moi je tiens beaucoup à ma probité, voyez-vous, bon, et à ma réputation. Et par conséquent, je vous rappelle que, et si je l'avais su, qu'est-ce que j'aurais dû faire, monsieur? Faire une conférence de presse pour dire, monsieur Cahuzac a un compte, un ami me l'a dit? Mais j'aurais été immédiatement frappé par l'opprobre généralisé de la classe politique, qui m'aurait d'ailleurs appliqué la jurisprudence Luc Ferry. Quand M. Ferry a dit « mais moi j'ai su qu'un ministre avait eu des relations sexuelles avec des enfants au Maroc », mais qu'est-ce qu'il n'avait pas dit? On lui a dit « mais comment? Les preuves, etc. etc. » Ça n'est pas notre travail. Bon, donc... Alors vous avez cité Le Monde qui a publié récemment, vous avez peut-être regardé ça avec intérêt, toutes les données de l'Offshore Leaks. Aujourd'hui, ce journal, qui semble détenir 130 noms de Français ayant des comptes à l'étranger, doit-il publier cette liste et doit-il donner cette liste à l'administration fiscale, comme le demande Bernard Cazeneuve? Qu'est-ce que vous pensez de cette demande? Je pense qu'il serait plus logique qu'il le donne à l'administration fiscale. D'accord. Bon, à mon sens, parce que... Donc il doit le faire. Ben oui, ne serait-ce que parce que l'administration fiscale va ainsi pouvoir déterminer qui est éventuellement coupable et qui ne l'est pas. Parce que la publication brute des noms, sans même que d'ailleurs les gens qui soient sur cette liste, que probablement les Français ne connaissent pas pour l'immense majorité d'entre eux. Parce que moi, quand je vois Le Monde dire « oui, on a sorti le nom », et pourtant, vous voyez, je ne plaide pas pour ma paroisse, hein, on a sorti le nom de M. Augier parce qu'il avait du sens. Ah bon, donc c'est Le Monde qui détermine les noms qui ont du sens ou qui n'ont pas de sens. Bon, on n'est quand même pas très loin de la manipulation politique. Là. Donc il faut être prudent et je pense qu'il faut qu'ils transmettent à ce moment-là les noms à la justice. Autre interrogation. Il me semblait que moi, dans la charte de déontologie des journalistes, il y avait marqué que le journaliste ne doit pas ni se prendre pour un policier ni pour un juge. Il me semble. Hein, Vous prenez l'inéligibilité à vie des élus qui ont été condamnés dans les affaires, c'est bien ça? Donc, qui ont été condamnés dans l'exercice ou à l'occasion ou grâce à leur mandat. Alors pourquoi est-ce que vous avez rencontré Gaston Floss en Polynésie? Vous ignoriez à ce moment-là qu'il avait été condamné à 5 ans de prison ferme pour corruption? Mais je sais pertinemment qu'il a été condamné. Sauf que monsieur, moi on n'a pas beaucoup de choix en Polynésie. Il y a en gros 2 candidats qui semblent être au second tour, enfin
prévoir d'être au second tour. Il y a Monsieur Floss condamné d'un côté, et c'est vraiment pas ma tasse de thé, si vous voyez ce que je veux dire, hein, un grand ami d'ailleurs de Jacques Chirac, et de l'autre côté un indépendantiste. Alors, eh bien moi j'assume mes responsabilités, et j'ai dit, comme un certain nombre d'autres, hein, en me pinçant le nez, j'ai dit le diable avec des cornes, à partir du moment où il s'oppose à un indépendantiste qui vise à éloigner définitivement la Polynésie des bras de la République française, eh bien je préfère le diable avec des cornes. Est-ce que vous êtes en compétition, au moins pour les formules, avec Jean-Luc Mélenchon? Vous avez entendu purification, coup de balai. Est-ce que vous allez finir par lui réclamer des droits d'auteur? Non, parce que je n'utilise jamais ces termes-là, jamais les termes de la violence de M. Mélenchon. Je n'ai pas l'habitude de puiser mon vocabulaire dans le bestiaire dans lequel systématiquement M. Mélenchon puise les siennes. Hein. J'ai eu droit, moi, vous me direz... Je m'améliore. Je suis passé de la campagne présidentielle de chacal à caniche. J'ai entendu semi-démente aussi, j'ai entendu. Oui, mais ça c'était rien. Bon, mais en termes dans le vocabulaire bestiaire, je suis passé de chacal à caniche. Donc je vois qu'il y a quand même une amélioration. Et puis encore une fois, il y a un problème de sincérité. Je veux dire, quid de quelqu'un qui a quand même passé 30 ans au PS, quoi, et qui aujourd'hui cherche à faire oublier ce passé-là et cherche à se dédouaner de la responsabilité d'un parti qui a quand même lui aussi accumulé un certain nombre de